Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis pas dans des locaux de Circulab, mais je suis chez Andy Gaspi et je suis accueilli par Katia. Bonjour Katia. Bonjour Brio, bienvenue chez nous. Merci pour l'accueil. En plus, j'ai plein de petits gâteaux à manger. Il va falloir que je me retienne pendant le temps de l'interview, sinon vous allez entendre les miettes, c'est pas très agréable. Non, je suis hyper content parce que ça fait plusieurs fois qu'on s'est vu à des événements, etc. Et puis, on a enfin réussi à caler cette date. Nous sommes le 21 mai 2024 et tu vas pouvoir nous en apprendre beaucoup plus sur tout ce que vous avez mis en place avec tes associés. Mais je suis assez admiratif, donc je suis très très content qu'on puisse en parler. Ce que je te propose, Katia, dans un premier temps, c'est tout simplement de te présenter ton parcours jusqu'à la création d'Andy Gaspi. Avec plaisir. Donc, j'ai un parcours qui est assez proche de celui de mes associés. Finalement, on a toutes les trois eu le même cheminement. Donc, moi, je suis Katia Tardy, j'ai 38 ans, je suis la plus vieille de nous trois. Et on est toutes les trois issues de formation scientifique. Donc, on a toutes les trois fait une prépa, puis une école d'ingénieur agroalimentaire. Et ensuite, on a exercé pour des professionnels de l'alimentaire, donc des gros industriels et des belles marques. Donc moi, par exemple, j'ai passé 8 ans chez Nestlé sur des fonctions marketing. Alix, mon associée, elle était chez Saint-Michel, donc elle était déjà dans la biscuiterie. Donc de travailler pour ces grands groupes, ça a été une super école et vraiment on reviendra pas dessus. Enfin, ça a été super formateur. On a beaucoup appris. On avait accès à des budgets, des process qui sont dignes de ceux des grands groupes. Donc on a beaucoup appris, mais plus les années passaient, moins on se retrouvait dans ce schéma-là du gros industriel, de la grosse machine. Enfin, moi Nestlé, c'est quand même la plus grosse machine alimentaire et plus les années passaient, moins j'étais à l'aise avec ce que je faisais acheter aux gens. Et en étant sur des fonctions marketing, mon but était quand même de faire acheter aux gens des choses que moi-même, je ne mettais pas dans mon assiette. Donc, j'avais un peu l'impression d'être schizophrène entre mon assiette et celle des consommateurs que je visais. C'est rigolo. J'ai rencontré des gens dans certaines entreprises qui me disent, mais je vends des produits que je ne veux pas manger. Ouais. C'est chaud. C'est ça. Et du coup, au bout d'un moment, tu perds quand même un peu tout attrait dans ton travail. Et quand je suis devenue maman pour la première fois, ça a un peu accéléré cette prise de conscience de la manière de m'alimenter, d'alimenter mon fils. Et je me suis dit, OK, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à vendre ça aux gens et de développer ces produits-là? Puis c'est des schémas à l'international. Enfin, je me retrouvais plus du tout dans ce modèle du grand groupe, de la vie parisienne, de ce grand groupe, ce mini appart. J'avais pas du tout envie de construire ce schéma pour mes enfants. Mon conjoint était vraiment dans le même cas, lui aussi grand groupe, petit appart. Bon, non, on quitte tout, on revient en région nantaise. Et donc là, je me suis dit, tout ce que j'ai appris chez Nestlé, super école, je vais mettre au profit de projets plus vertueux, plus engagés. Donc, je l'ai fait d'abord en tant que bénévole dans des assos pour comprendre un peu l'écosystème de l'alimentation durable à Nantes. Puis, je l'ai fait en tant que salarié dans des startups et des assos. Excuse-moi de te couper. Le retour à Nantes, c'est vers quelle année ? Je suis revenue à Nantes en 2016. Ok. Donc, de 2016 à 2020, j'ai été tantôt bénévole, tantôt salarié. Et en fait, ma dernière expérience salariée, et c'est celle où j'ai rencontré mes associés. En fait, on a été recrutés quasiment en même temps dans une asso à Nantes qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap, et qui portait un projet alimentaire, mais eux, en interne, n'avaient pas du tout d'expertise alimentaire, sur la partie agroalimentaire. Donc nous, on a été recrutés pour nos expertises agroalimentaires, mais le cœur de mission de l'association, c'était comment on arrive à trouver de nouveaux métiers, de nouvelles activités pour le public en situation de handicap, et notamment pour les ESAT. Établissements et services d'aide par le travail, ce qu'on appelait avant les CAT et que beaucoup appellent encore les CAT, mais du coup qui sont des structures qui sont de moins en moins sollicitées par les industriels et les entreprises et qui sont de moins en moins subventionnées par l'État, donc des structures qui sont vraiment en manque d'activité. Et donc on a appris à collaborer ensemble, à développer des nouveaux projets en collaboration et d'essayer de les former sur des métiers liés à l'alimentaire. Donc ça nous a permis de nous rencontrer avec Alix et Louise. Donc, on a été quasiment recrutés en même temps. Et donc, elles aussi, elles venaient de leurs industries agro. Et elles avaient cette quête de sens sur comment, avec ces produits alimentaires qui sont dans le quotidien des Français et qui vont pas y sortir de sitôt parce qu'on aura toujours besoin de manger, comment on arrive vraiment à emmener du sens, à emmener un réel impact social et environnemental. Donc, on a été collègues pendant 1 an et demi. Donc, jusqu'au 31 décembre 2020, on a été collègues. Et nos CDD se terminaient à la même date. Et alors, petite question, quelles sont les activités que vous avez mises en place dans ces fameuses ESAT ? C'était déjà des activités liées à la valorisation d'un vendu. D'accord. Donc, c'était faire des confitures avec des fruits moches, mais le tout en ESAT. C'était faire des soupes, des smoothies. On avait commencé à faire un peu des biscuits avec certains partenaires. Voilà, c'était, alors à l'époque, une approche très artisanale, mais c'était comment on les formait sur des métiers de fabrication et vraiment de fabricants alimentaires et pas seulement de conditionnement, à partir de matières
de matière gaspillée. Parce que, ou non désirée. Voilà. Enfin, plus désirée de toute façon. Voilà. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Et donc, nous, de par notre passé chez des industriels, on avait assez vite pris conscience de l'ampleur du gaspillage alimentaire et de toutes ces matières qui étaient jetées, soit chez les producteurs, soit chez les distributeurs. Enfin, c'est tout au long de la chaîne. Il n'y en a pas un plus qu'un autre. Enfin, c'est vraiment toute la chaîne alimentaire qui est à repenser. Et donc, on a commencé un peu à mettre le doigt dans ce schéma-là. Et nos CDD se terminaient à la même date avec les filles, 31 décembre 2020. Et chacune individuellement, on n'avait pas du tout prévu de monter une boîte à ce moment-là de nos vies. Moi, j'étais enceinte de 6 mois de mon 3e fils. Je me suis pas dit, waouh, mais vraiment, le moment pour entreprendre est idéal. Parfait alignement de planète. Mais en fait, on avait les mêmes valeurs, les mêmes envies. On était vraiment complémentaires à la fois sur nos expertises métiers et sur nos personnalités. Et puis on s'est dit, de toute façon, on n'avait rien à perdre. Grâce à Pôle emploi, on a quand même la chance en France de pouvoir tester des modèles d'entrepreneuriat sans prendre de risques financiers. Ouais, encore. Moi, de toute façon, j'allais être en congé. Je sais pas si ça sera encore le cas longtemps, mais oui. Bon, à l'époque, début 2021, on avait encore cette chance-là. On s'est dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. On va essayer d'écrire un projet. On se laisse 6 mois pour écrire un projet. Moi aussi pour accoucher de Charlie. Mais on se laisse 6 mois pour écrire une histoire. On essaye de trouver les acteurs de notre histoire. Si personne n'y croit, on aura appris, puis on se sera marrés toutes les 3 parce que on passe du bon temps ensemble. On a plaisir à collaborer et à passer nos journées ensemble. Et puis si les gens y croient, il y a là, on y va, quoi. Et c'est vraiment comme ça que c'est parti. C'est que de janvier à l'été 2021, on a écrit le projet de la biscuiterie Andy Gaspi. Ouais. Donc, il y avait ce double enjeu, donc social et environnemental. Je me permets de te couper parce que justement là tu anticipes déjà et pendant ces 6 mois-là j'imagine que vous êtes parti d'un constat, tu as commencé un petit peu à l'évoquer sur tout ce qui est gâchis alimentaire, mais vous êtes concentré sur un produit particulier. Je te laisse nous en dire un peu plus. L'emblème de la France. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on a... il y a énormément de matières qui sont gaspillées, qui sont encore consommables, mais qui sont gaspillées aujourd'hui en France. Il y a 10 millions de tonnes d'aliments encore consommables qui sont jetés chaque année en France. À côté de ça, il y a des gens qui meurent de faim. Bon, du coup, petit problème dans l'équation. Mais on a essayé de comprendre quelles étaient ces matières pour voir lesquelles étaient les plus intéressantes à revaloriser. Et on voulait pas venir en concurrence ou on voulait pas venir casser des schémas existants, les banques alimentaires, les schémas de redistribution. On voulait pas venir prendre leurs marchandises. Donc, on a essayé de comprendre déjà quels étaient les acteurs de revalorisation ou en tout cas de distribution alimentaire, quels étaient ceux qui valorisaient des matières. Assez vite, on s'est rendu compte que sur la partie fruits et légumes, il y avait déjà des initiatives qui étaient mises en place en local et en national. Il y a déjà des conserveries, il y a déjà des distributions de fruits moches, il y a déjà des choses qui sont faites pour la partie fruits et légumes surclassés, vendus. Peut-être que ce sont des produits pour la plupart pour lesquels la transformation est minimale encore. Sur la partie fruits et légumes, sur la partie fruits et légumes, il y a déjà le fait de revendre des fruits et légumes qui sont tordus, qui sont trop grands, trop petits, pas assez mûrs, trop mûrs, et on peut déjà les racheter, et puis on peut les racheter pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Le produit auquel on s'est attaqué, c'est un peu Cendrillon à minuit, plus personne n'en veut. Donc, et fruits et légumes, il y avait déjà des conserveries, il y avait déjà des acteurs sur le territoire qui s'étaient emparés de ce sujet-là. Les banques alimentaires, elles aiment récupérer les fruits et légumes parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir les redistribuer. Et justement, ça fait des fruits et légumes frais. En tout cas, des fruits et légumes bruts. Ouais, mais en tout cas... pour leurs bénéficiaires. Ouais, tout à fait. Donc, on s'est dit que c'était pas forcément là où on aurait le plus d'impact et le plus d'intérêt. Par contre, il y a un aliment qui fait notre renommée à l'international, mais qui pour autant est jeté quotidiennement, c'est le pain. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir plusieurs dizaines de milliers de boulangeries. Chaque boulanger, le soir, a des invendus sur les bras. Parce qu'on a tous envie, quand on va à 19h chez son boulanger, d'avoir encore la baguette fraîche. Mais le boulanger, lui, il n'a pas envie d'avoir du pain en fin de journée. Donc, bien sûr, c'est un peu difficile pour lui de prévoir la bonne quantité parce que c'est pas forcément lié à la météo. C'est dur de prévoir la quantité exacte. Donc, bien sûr. Même s'il lui reste que 5-10 baguettes sur les bras, à l'échelle d'un pays comme la France, c'est 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées chez les boulangers chaque année. Vraiment que chez les boulangers. Et si on rajoute le pain qu'on jette un peu chez nous, que les distributeurs jettent, qui est perdu au global, c'est 600 millions de baguettes de pain qui sont jetées dans le pays du pain, où quand même l'emblème du pays, c'est quand même cette petite photo avec la baguette sous le bras, le béret. Bon. Ça fait quasiment au moins 3 baguettes par personne, quoi. Et on s'en rend pas compte parce que finalement, autant les fruits et légumes, j'ai l'impression qu'on voit ces palettes jetées. On a en tête un peu qu'on jette des palettes, que des fois on peut jeter des kilos, voire des tonnes. Mais le pain, on s'en rend pas compte parce qu'on a tous son petit pain chez soi. Puis on se dit, oh, c'est pas grave si j'ai pas fini mon pain, c'est une demi-baguette.
Bon, bah, il se trouve que du coup, 600 millions de baguettes quand même à l'année, c'est un vrai chiffre et que... Attends, tu disais 200 millions. 200 millions chez les boulangers. Ah oui, et si on ajoute tout, c'est 600 millions de baguettes. Okay, pardon. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis on s'est rendu compte que les banques alimentaires, le pain, elles voulaient plus trop le prendre. Enfin, c'est pas qu'elles voulaient pas, mais c'est que le temps qu'elles le collectent et qu'elles le redistribuent à leurs bénéficiaires, en fait, le pain, il est dur. Ils peuvent pas l'utiliser tel quel. Et en plus, ce qui est fou, c'est que le pain a une dimension symbolique forte, que ce soit dans les religions dominantes du pays ou même dans l'esprit commun. Le pain, je me souviens encore de mon grand-père qui pouvait pas imaginer un repas sans pain. Enfin, il y a une vraie dimension symbolique dans ce pays, effectivement. Quoi. C'est ça qui est fou, de se dire, mais ouais, mais on en jette 600 millions chaque année, c'est fou, quoi. Donc, même pas, ça fait 10 par personne chaque année, quoi. Donc, bah, il y a quand même un vrai problème autour du pain. Et on s'est dit, du coup, les banques alimentaires, elles le prennent plus. Donc, les boulangers, à part avoir un agriculteur qui connaissent dans le coin, mais il n'y a pas de vrai schéma de valorisation, de filière installée pour revaloriser ces invendus de pain. Donc, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose autour du pain. Et surtout, il y a un dernier truc, excuse-moi de te couper, mais alors peut-être qu'en 2021, c'était pas encore trop le cas, mais avec, par exemple, l'augmentation des prix de l'énergie, il y a de plus en plus de boulangeries qui sont en difficulté économique et qui doivent payer pour détruire leur pain, etc. Donc, à plein de titres, vous avez avec l'énergie et puis avec la guerre en Ukraine, la farine, elle s'est envolée. Donc, en fait, les boulangers, ça devient compliqué parce qu'on veut une baguette toujours moins chère et la grande distribution tire un peu vers le bas les prix du pain. Et en tout cas, le référentiel prix qu'on a en tête. Et à côté de ça, eux, ils ont les prix qui augmentent, les matières premières, la farine. Donc, nous, on avait aussi envie de valoriser ce travail-là. Donc, on rachète les invendus de pain qu'ils ont. C'est pas du don, on les rachète. Et donc, nous, le projet, c'était de valoriser ces pains en recettes gourmandes. Nous, on est convaincus que c'est par la gourmandise qu'on arrivera à attirer les foules vers ces nouveaux schémas de mieux manger. Il faut avant tout se faire plaisir. Enfin, on a quand même encore une consommation très égoïste. C'est je veux me faire plaisir, je veux me faire du bien, je veux faire du bien à ma famille. Et c'est bien si en plus je fais du bien à la société et à la planète. Mais il y a quand même cet enjeu de plaisir et un peu d'égoïsme dans notre manière de consommer. Bah oui, et ça c'est important que tu le rappelles, mais on a tendance à l'oublier et c'est ce qu'on tient à mettre en avant, c'est que dans tout bon projet, il y a une dimension désirabilité qui est hyper importante. C'est pas parce que tu le fais avec des matières recyclées que c'est génial en fait. Si ton pull il est fait avec des fibres moches et que ton pull est moche, en fait, il n'est pas désirable, donc ça ne sert à rien. Ils vont le faire une fois pour avoir l'impression de faire une bonne action. Mais c'est vrai que nous, c'est toujours contre-intuitif. Les gens, quand ils goûtent nos recettes, ils disent « Ah, et en plus, c'est bon !» En fait, ils disent pas ça d'un biscuit Michel et Augustin. En fait, ils se disent que ça peut pas être aussi engagé et défendre autant de causes et rester gourmand. Pour eux, c'est « Ok, je fais une bonne action, mais ça va pas être bon. » Puis quand ils goûtent sur les salons, les événements, les animations, ils disent ah, et en plus, c'est bon. Ah, et en fait, c'est bon. C'est un biscuit. On est avant tout un biscuit. On fabrique pas de la merde. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut... nous, c'était vraiment cet enjeu de faire du gourmand et faire rimer gourmand et militant. Mais le côté plaisir gourmand, c'était vraiment la clé d'entrée. Et assez vite, Alix, qui vient de la biscuiterie, qui était chez Saint-Michel, elle s'est rendue compte que faire des biscuits avec du pain, c'était facile et c'était bon. Donc, on n'a pas réinventé des choses... extraordinaire. On parle plutôt de choses que faisaient nos grands-parents, c'est qu'ils réutilisaient leur pain. Donc, on broie du pain pour en refaire de la chapelure. Et cette chapelure nous sert de matière première et on les réintègre en guise de farine dans nos recettes de biscuits. Donc, ça vient remplacer plus de la moitié de la farine de blé. Et ensuite, on fait varier les plaisirs en faisant du sucré, du salé, du chocolaté. Enfin, voilà. Mais finalement, c'est une idée assez simple. C'est-à-dire que ce pain qu'on n'a pas envie de jeter, parce qu'en effet, c'est symbolique dans notre alimentation, puis ça apporte plein de choses. Plutôt que de le jeter, on va le récupérer, puis en refaire des biscuits. Et alors ça, c'est donc le projet que vous avez maturé pendant le premier semestre 2021. Alors c'est à la fois, il y a peu de temps, mais il y a 3 ans aussi, mais il s'est passé plein de choses. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les principales étapes à partir de ce premier semestre 2021? Ouais, donc premier semestre, on écrit l'histoire et assez vite, on se rend compte que les gens croient au modèle. Donc l'histoire, c'était vraiment donc de valoriser ces invendus de pain en créant des biscuits et toute la fabrication et le conditionnement sont portés par des personnes en situation de handicap mental et psychique. Donc nous, notre projet, c'est de nous installer dans les ESAT et de les former sur un nouveau métier de biscuitier pour développer des ateliers un peu partout sur le territoire. Et donc, on a écrit l'histoire, voilà, sur du beau papier. Et on a fait quelques biscuits dans la cuisine d'Alix. Et puis, on est allé voir les premiers partenaires. Donc, il nous fallait, c'était assez simple comme partenaire à trouver. Il nous fallait des boulangers
Bon, on les a trouvés facilement parce que malheureusement, des invendus de pain, il y en a beaucoup sur l'ensemble des territoires. Et là, nous, on cherchait que des invendus de pain bio, mais malgré tout, il y en avait beaucoup. Et là, vous faites la tournée des boulangeries à Nantes ou dans la région? Ouais, c'est ça. Alors au début, on faisait la tournée des petits boulangers. Après, on s'est rendu compte que pour que le modèle soit écologiquement intelligent, il fallait qu'on ait un impact carbone bas, donc il fallait pas qu'on rajoute du temps passé sur la route par des camions. Donc on s'est dit, il faut plutôt qu'on aille voir des gros acteurs qui ont soit plusieurs boulangeries qui sont capables de nous rassembler tous leurs invendus, soit des petits industriels du pain bio. Donc on est allé voir ces gens-là. Donc plutôt de la grande distribution ou des chaînes de même boulangerie? Pas, plutôt des gens comme Biofournil qui fabriquent des pains pour la restauration collective ou des magasins et qui ont une petite unité de fabrication, ou des gens qui ont une chaîne de 3-4 boulangeries bio et qui sont capables en un point de nous les... Donc au début, même les premiers, ça a été les hameaux bio, donc c'est des gens qui ont des magasins bio, des Biocop sur Nantes et sur la côte, qui ont des boulangeries intégrées à leurs magasins et qui donc nous centralisaient les pains. Et après, Biofournil est arrivé après. Du coup, on s'est rendu compte que des invendus de pain, on n'aurait pas beaucoup de mal à en trouver, malheureusement. Et puis, il nous fallait un ESAT. Et puis là, pareil, on s'est rendu compte que les ESAT du territoire étaient en sous-activité pour la plupart et qu'ils avaient envie de mettre la biscuiterie. Donc, on n'a pas trouvé tout de suite celui avec lequel on allait collaborer, mais on a vu que le projet plaisait et qu'ils avaient un vrai engouement sur le fait de l'installer chez eux dans leur mur. Donc, on s'est dit, OK, maintenant, on a besoin de quelque chose qu'on n'avait pas, nous, personnellement, de l'argent. Donc, nous, on avait des idées, du temps, de l'énergie, mais pas d'argent. Donc, on avait assez vite besoin de banque parce qu'il fallait investir dans le matériel. Enfin, du coup, on est des fabricants, donc on est semi-industriel, mais malgré tout, on a besoin de machines et on a besoin d'équiper les lieux. Donc pareil, les banques assez vite se sont montrées ouvertes à notre projet, à la démarche. Donc les gens ont commencé à y croire. On a gagné nos premiers concours sur la base d'une petite feuille rédigée et de quelques biscuits faits par Alix. Et du coup, merci au four d'Alix. C'est clair, merci au four d'Alix. Donc on a soudoyé les membres du jury pour gagner les concours. Mais du coup, le fait que les acteurs du territoire croient au modèle, qu'on gagne les premiers concours, etc., ça nous a donné confiance pour se dire, OK, on y va vraiment. Donc, septembre 2021, fabrication des premiers biscuits. Le premier biscuit qui sort du four à l'époque dans un local provisoire à Nantes. Et là, vous aviez acheté votre propre matériel déjà? Non, donc là, on louait, en fait, on était dans une école d'ingénieurs à Nantes qui s'appelle Oniris, qui loue des machines, des process. Donc là, on y allait avec 3 biscuitiers d'ESAT pour fabriquer. Alors, c'était très artisanal, mais ça nous a permis d'avoir les premiers clients. Puis ça nous a permis de faire le tour des magasins. Donc les premiers clients, c'était plutôt des magasins bio du coin. Et ça nous a permis de tester les recettes en live, de tester la démarche au global, de voir comment les recettes étaient accueillies, comment le projet, le nom de marque, enfin un peu de tester tout ça. Et ça nous a laissé le temps aussi de faire le tour de Loire-Atlantique de tous les ESAT pour voir lequel était le mieux adapté à accueillir la biscuiterie. Parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient intéressés par l'idée, mais qui avaient soit pas la place, soit pas les équipes, soit pas la capacité d'absorber un nouveau projet immédiatement. Nous, on avait envie d'y aller tout de suite maintenant, quoi. Donc, il fallait qu'il y ait de la place tout de suite, des équipes dispo tout de suite. Et du coup, c'est à l'ESAT de Savenay. Enfin, il y avait le meilleur alignement de planète parce qu'ils avaient des locaux, en plus, qui étaient déjà aux normes agroalimentaires, ce qui est un vrai facilitateur. Ils avaient des équipes, il y avait 30 personnes qui étaient vraiment quasiment en absence d'activité, qui jouaient au Uno la journée. Ce qui n'est pas le but d'un ESAT, de jouer au Uno. Et ils avaient des encadrants et la direction croyait en ce projet-là et du coup a vraiment fait bouger les choses en interne pour que ça aille vite. Donc on a commencé à échanger avec eux en octobre et en mars on ouvrait l'atelier qu'on a aujourd'hui semi-industriel. Mars 2022. Et pour l'information de ceux qui connaissent pas la région nantaise, Savenay c'est pile entre Nantes et la côte. Et donc ça vous met à une demi-heure de Nantes, mais finalement c'est un point assez central qui peut vous donner accès à pas mal de gisements sur Nantes et puis et aussi sur la côte. Ouais, carrément. C'est donc, ça. c'est assez intéressant aussi sur donc ce c'est point-là. sur des flux logistiques, c'est assez central en effet entre Nantes et Saint-Nazaire. Et nous, les premiers partenaires boulangers qu'on avait, il y avait et la côte et Nantes. Donc en termes de gisements, on est pas mal, quoi. Ouais, on était bien. Et surtout c'est sur ce type de projet qui s'appuie sur des gisements, on va dire, plus désirés. C'est toujours un peu difficile de se projeter parce que souvent on peut partir du principe que un déchet comme ça qu'on récupère, peut-être qu'il y a un moment où je sais pas moi, il y a une innovation, il y a peut-être quelque chose qui va changer qui fait que finalement ce déchet
peut ne plus être généré. Mais là, finalement, sur ce gisement-là, de tout ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'en fait, c'est très très difficile de changer les choses et que finalement, ça ne, comment dirais-je, c'est un gisement assez stable finalement. T'es pas en train de construire sur du sable. Ouais. Ils essayent, eux, d'avoir moins d'invendus, mais du coup, ça veut dire de la déception client. Ça veut dire que tu arrives le soir, toi, tu as envie, en sortant du travail, qu'il y a encore ton pain. Donc sinon, ça veut dire qu'ils arrêtent de cuire assez tôt, mais du coup, ça entraîne de la frustration client. Donc finalement, même en faisant bouger les curseurs, ils arriveront jamais à atteindre le zéro, quoi. Oui, bien sûr. Donc, malheureusement, on va pas arrêter tout de suite notre activité parce qu'on est loin de valoriser tous les pains vendus de François. Alors justement, ça on va y revenir parce que c'est hyper intéressant aussi dans votre modèle. Mais là, on va essayer, en plus comme sans être péjoratif loin de là, l'histoire est assez courte, donc on est déjà en mars 2022, on va pouvoir continuer les différentes étapes tranquillement. C'est vrai. Donc mars 2022, on s'installe à Savenay, donc premier atelier, on forme 30 personnes de l'ESAT sur ce métier-là. Donc on les forme sur toute la chaîne de valeur, donc fabrication, conditionnement, préparation des commandes. Jusqu'à il y a peu de temps, ils faisaient aussi la livraison, mais on a externalisé parce que bien que l'histoire soit courte, elle a grandi, donc ça devenait petit. Mais en tout cas, on les a formés sur toute la chaîne de valeur, ce qui fait qu'ils voient le pain arriver le matin et ils voient après le biscuit, le paquet de biscuits dans les rayons des magasins. Et donc pendant quelques semaines, on a formé les équipes, on a installé le matériel, on est monté en puissance, on s'est fait la main sur la prod et on est monté en puissance sur notre capacité de production journalière. Ce qui fait qu'en septembre, on a pu aller voir des gros acteurs de la distribution pour rentrer chez eux. Et on est rentré dans plusieurs enseignes bio, coup sur coup. Donc, on est rentré chez Naturalia, puis Biocoop, puis Sobio C'est Bon. Donc, avant l'été, on avait 40 points de vente et 6 mois après, on avait 600 magasins. Du coup, ils nous ont fait rentrer à chaque fois dans plusieurs centaines de magasins. D'un coup d'un seul, bim. D'un coup d'un seul, pouf. Entre septembre 2022 et mars 2023, on a bien grandi à travers eux parce qu'ils nous ont fait confiance et ils nous ont mis dans leur rayon et assez vite dans plusieurs centaines de magasins. Alors, ça déjà bravo, c'est génial d'avoir tous ces rayons qui s'ouvrent à vous, mais il faut toujours avoir la transformation aussi après du rayon au client. Et ça, justement, pendant ce changement d'échelle de test, on va dire, comment se passent les retours aussi? Eh bien, l'enjeu, en effet, on est en B2B2C, donc il faut que les magasins nous achètent, mais il faut que le consommateur final nous achète. Ouais, parce que parfois on peut partir sur c'est une lubie d'acheteur, mais en fait ça va pas plus loin, etc. Donc justement, comment vous en êtes sortis? Déjà, il a fallu convaincre les magasins, parce que du coup c'est l'acheteur national qui nous fait rentrer. Après, il faut convaincre les magasins. Donc on a essayé via des coups de fil, via de l'échantillonnage, on leur a envoyé des petits coffrets découvertes pour qu'eux, en équipe, à la pause café, ils puissent le goûter. On a essayé de les embarquer dans notre aventure et qu'ils aient envie de le mettre joliment en rayon, d'en parler eux-mêmes à leurs consommateurs. L'avantage des magasins bio, c'est qu'il y a encore du monde en rayon pour expliquer la belle histoire. Donc, on a essayé, eux, de les embarquer et ensuite d'être visible du consommateur final. Donc, on a plusieurs manières de le faire. On reste une petite marque avec un budget quasiment inexistant, donc on s'appuie sur des choses qui nous coûtent plus du temps que de l'argent. Donc, on essaie d'être présent beaucoup en magasin, on fait des animations, on va sur des événements, sur des salons, sur des foires. Enfin, on essaye vraiment d'être visible. En fait, de rendre visible la démarche à travers nous et de pouvoir avoir toutes les occasions pour la raconter de vive voix. Nous et nos biscuitiers. Du coup, on emmène nos biscuitiers avec nous en magasin, en animation, pour que eux-mêmes puissent expliquer de vive voix. Toute la chaîne de valeur. Et voilà, exactement. Donc, on les emmène avec nous pour qu'ils puissent expliquer comment eux ils vivent. Le fait de gagner des prix, des trophées, ça nous rend aussi visible du grand public. Et on a eu la chance que les journalistes nous donnent un coup de pouce et qui nous mettent en avant en radio, presse, télé assez vite sur notre démarche et qui viennent filmer en direct de la biscuiterie, qu'on passe au JT, qu'on passe en Capital, sur M6. En fait, on a la chance que ces journalistes le fassent gratuitement. Bon, bien sûr, on les a soudoyés avec quelques paquets de biscuits, mais finalement, ça nous a pas coûté beaucoup d'argent. Et non, on a eu la chance depuis le départ que les journalistes nous suivent et qu'ils aient envie de relayer notre initiative dans leurs médias. Et donc, la marque, petit à petit, s'est installée. Et après, il y a des clients qui nous ont fait beaucoup de bien en termes de visibilité. Le plus gros client qu'on a eu l'année dernière, c'est la SNCF. Donc, à partir de juin 2023, on est rentré dans tous les TGV intercités. Alors là, tu changes encore de Ah oui, alors là, la grande vitesse, là. Et là, vraiment, c'est eux qui sont venus nous chercher. Donc, on a été hyper flattés que la SNCF. Enfin, du coup, c'est pas la SNCF qui achète, c'est un prestataire. Mais c'est Eurest. Newrest. Ouais. Newrest, ouais. Mais du coup, on était hyper fiers qu'ils nous sollicitent pour être dans les trains. Et on s'est rendu compte à quel point, bon déjà, c'est des volumes énormes qui passent dans les wagons-bars, mais en plus de ça, en termes de visibilité, les gens nous ont tous découverts dans le train. En fait,
Les magasins bio, ça reste quand même un marché de niche. Tout le monde ne va pas faire ses courses en magasin bio. Tout le monde prend le train. Enfin, beaucoup de gens prennent le train, que ce soit pour leur vie pro ou dans leurs loisirs. Et là, on s'est rendu compte que dans la tête des gens, même en termes de, je sais pas, de crédibilité, j'ai l'impression qu'on avait les épaules solides d'être dans le train. Les gens nous regardaient comme waouh, elles arrivent à livrer les trains. On passait des 3 galériennes à waouh, elles livrent les trains. Nous, on n'avait pas changé et on est toujours des galériennes, mais dans la tête des gens, on a senti le truc de ah ouais. On avait passé un stade dans la tête des gens. Genre le wagon-bar TGV, c'est la meilleure tribune que tu puisses avoir. Ouais, c'est clair, tu dis waouh. Du coup, nous, on se rendait pas compte que ça allait être aussi puissant. Mais là, il y a beaucoup de partenariats qui vont naître cette année qui sont nés de la visibilité dans le train. Des gros patrons de boîtes nous ont vus dans le train, ils ont dit ok, faut qu'on collabore. Ils nous auraient jamais identifiés par d'autres biais. Ou en tout cas, ça aurait mis plus de temps. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que Michel Augustin, il y en avait un des deux qui était un ancien d'Air France et je pense qu'ils avaient eu des contacts spéciaux avec les acheteurs d'Air France qui leur avaient donné une petite tribune comme ça. Mais juste ça le prochain. Faire un appel à ceux qui nous écoutent. C'est ça. Chez Air France. Si vous travaillez chez Air France, n'oubliez pas. Mais qu'est-ce que j'allais te poser comme question? Justement, tu as commencé à évoquer des partenariats avec des grandes entreprises. Est-ce que, pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte, est-ce qu'il y en a un ou deux que tu veux nous partager? Alors, il y en a un que je peux vous partager, mais sans vous citer son nom parce que on n'a pas besoin du nom. C'est pas encore officiel, mais justement, donc notre marque commerciale notre marque commerciale, c'est Quignon. Donc nos Quignons étaient dans les trains. Et donc il y a le patron d'un grand groupe industriel de la boulangerie en France qui nous a vus dans le train. Lui, ça faisait longtemps qu'il voulait faire quelque chose autour du handicap et de l'inclusion, mais à travers son métier de boulanger, c'était compliqué parce que position debout toute la journée, parce que horaire décalé, enfin. Il n'allait pas assez loin que ce qu'il aurait voulu dans l'inclusion. Et à côté de ça, c'est un boulanger. Un industriel de la boulangerie, mais un boulanger, donc il a des pains. Donc, qui dit avoir des pains, dit avoir des invendus de pain. Donc, en fait, il réfléchissait un peu avec des structures de son territoire sur comment on peut injecter de l'inclusion. Et à côté de ça, j'ai mes invendus de pain. Et là, il nous a vus dans le train. Il s'est dit, voilà. Bing. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, il m'a envoyé un petit message privé sur LinkedIn. Mon meilleur ami LinkedIn. Et du coup, il m'a envoyé un message en disant « faut qu'on se parle rapidement ». Ok, on s'est parlé. Donc, on a un atelier qui ouvre à Lille en partenariat avec cet industriel là cet été. Du coup, c'est allé assez vite parce qu'il est déjà dans la partie, parce qu'il avait très envie de faire ça et que le fait qu'il soit déjà industriel dans l'alimentaire, ça facilite forcément les choses. Et du coup, ce partenariat, il est né un peu comme par magie. On s'y attendait pas du tout. C'était pas du tout quelqu'un qu'on avait prévu d'approcher à court terme sur le projet. Et puis, même s'il a peut-être des points de vente dans la région nantaise, tu te disais ça irait pas plus loin que ça, quoi. Mais là, bim, d'un coup d'un seul. C'est ça. Et en fait, plus on avance dans l'aventure, plus les industriels nous sollicitent, parce que finalement, le gaspillage qu'on a bien en tête, c'est celui chez le distributeur. Ok, ce produit-là est pas vendu, ok, ou chez le producteur. Moi, j'ai des fruits et légumes abîmés, ou moches, ou organiques, machin. Mais celui dont on se rend pas compte, c'est celui chez l'industriel. L'industriel, quand il a son process, souvent il y a des coproduits. Alors, c'est pas de l'invendu, mais c'est du coproduit. Et on se rend pas compte que quasiment pour chaque production, il y a ces coproduits qui sont un peu inhérents à chaque ligne ou à chaque chaîne de fabrication. Et donc, les industriels nous appellent en nous disant, voilà, moi, j'ai des éclats de crêpes. Parce que pour qu'elle rentre dans le blister, je suis obligée de couper les entames. Du coup, j'ai des éclats de crêpes. Moi, j'ai des croûtes de pain de mie. Parce que, non, je vends du pain de mie sans croûte. J'ai des coques de macarons. Parce qu'elles rentrent pas dans le blister. J'ai des tourteaux de noix, noisettes et cacahuètes. Parce que ça, c'est les huileries. Mais quand t'extrais l'huile des fruits à coque, il reste, je sais pas, la noisette déshuilée, mais qui a encore beaucoup de goût. Mais qu'eux ne savent pas valoriser. Il y a la drèche de bière. Enfin, en fait, il y a plein de coproduits. Et donc, maintenant, c'est les industriels eux-mêmes qui nous contactent en disant, est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que finalement, eux, leurs lignes, elles sont tellement optimisées qu'ils n'ont pas l'agilité ou la capacité en interne de valoriser eux-mêmes leurs coproduits. Et puis, c'est pas leur métier. Donc, nous, on a finalement l'agilité et la légitimité qu'eux n'ont pas, mais eux, ils ont la force de frappe que nous, on n'a pas. Donc, il y a des belles histoires qui sont en train de s'écrire avec des industriels de l'agroalimentaire. Donc, finalement, c'était un peu notre monde d'avant, ces industriels. Et finalement, on est en train de rejoindre ce monde-là pour les aider à aller vers des schémas plus vertueux, quoi. Donc, tu veux dire qu'il y a une branche conseil chez Andy Gaspi, quoi.
Bah, c'est pas vraiment une branche conseil parce que nous, le but de tout ça, c'est toujours de faire naître des produits. Nous, ce qui nous fait kiffer, c'est vraiment de développer des produits. Enfin, Alix les développe, nous, on les mange. Voilà ce qui nous fait kiffer. Mais nous, on veut toujours... Nous, c'est le fait de travailler sur un produit qui nous fait vibrer et pas tant de vendre notre matière grise. Mais de tous ces schémas-là naissent des produits finalement, parce que faire un biscuit avec des éclats de crêpes, c'est hyper bon. Faire des biscuits avec des éclats de macarons, c'est une tuerie. Donc en fait, il y a toujours le produit qui résulte de ces échanges et de ces collaborations. Et ces différents contacts d'industriels, c'est des gisements qui sont suffisamment gros, réguliers pour imaginer des produits? Oui, alors trop gros et trop réguliers. Non, bah, en fait, c'est des gens qui sont vraiment... les coproduits dont on parle, c'est vraiment lié à leur logique de production quotidienne. Enfin, c'est parce que la coque de macaron, elle fait pas le bon diamètre, elle a dû être éjectée, parce que les crêpes, elles rentrent pas si on les coupe pas, parce que l'huile, de toute façon, quand on prend de l'huile de noisette, tu mets pas la noisette en tant que telle dedans. Donc en fait, c'est des matières qui sont abondantes et qui seront toujours là. Même s'ils travaillent sur des optimisations de process, c'est qu'ils n'arriveront pas à les éradiquer de sitôt, donc tant mieux pour nous. Le but, c'est quand même nous qu'on les accompagne aussi dans leur réflexion, mais que si on arrive à les valoriser, ça crée quand même derrière une issue vertueuse pour ces produits qui, là, aujourd'hui, dans le meilleur des cas, finissent au bétail et au pire des cas à la poubelle, quoi. Oui, bien sûr. On avait travaillé avec un client sur ces fameuses croûte de tranches de pain de mie, puisque effectivement le pain de mie, le marketing dit que le pain de mie sans croûte, ça se vend vachement bien, donc effectivement après c'est les consommateurs français qui veulent plus mâcher, qui du coup veulent du sans croûte, et après les croûtes, en fait t'es obligé de le cuire, quand tu cuis il y a de la croûte. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu fais des croûtes? Ouais, ça c'est un vrai sujet. Ouais. Et si on en revient à notre passage dans le wagon-bar TGV, donc ça vous a donné pas mal de pistes, une super visibilité, etc. Donc ça c'est top. Mais de souvenir, tu m'avais dit qu'il y avait eu une bonne période. Ça a dû être mis de côté, mais justement ça vous a forcé à imaginer une autre recette où on en est un petit peu là-dessus. Et bien en effet, donc ça s'est hyper bien passé. On a été pendant un peu plus de 6 mois dans le train et on est sorti depuis, à notre grand regret. Mais on n'est pas sorti à cause de nous en tant que... Enfin, on n'est pas sorti à cause de Quignon, on est sorti à cause du biscuit sec. Enfin, du biscuit croustillant. Aujourd'hui, non, c'est des cookies croustillants. Et ils se sont rendus compte que dans les trains et dans les avions, parce qu'ils ont les deux marchés, les Français consomment beaucoup plus de moelleux que de croustillants. Bon, les Français sont descendants, c'est pour ça qu'il n'y a plus de croûte sur les pains de mie. C'est que les gens ne mâchent plus. Donc, les gens ne veulent plus mâcher un biscuit. Donc, ils se sont rendus compte que vraiment le rapport de vente entre le croustillant et le moelleux était très, très, très en faveur du moelleux. Et donc, eux, ils ont une place réduite à bord. Quelle que soit la marque de biscuit, ça se vendait toujours moins qu'une madeleine, qu'une brioche, qu'un 4 quarts. Donc là, oui, et puis peut-être que le mou, t'as peut-être l'impression que c'est plus frais ou je sais pas. Je pense que c'est un côté un peu madeleine de Proust, malgré tout. Tu vois, t'as un côté rassurant. Je sais pas, on vit des périodes qui sont pas toujours hyper cool et optimiste, donc je pense qu'il y a le côté rassurant de la madeleine ou de la brioche, un côté régressif que je comprends. Je suis la première à sauter sur les madeleines du wagon-bar. Mais voilà, donc ils nous ont expliqué ça. Bon, ça fait mal entendre, mais on s'est dit ok. Donc on s'est tourné vers Alix. Eh ben, on va faire du mou Alix. On va faire du mou Quignon grâce à Alix. Et donc, c'est ce qu'on est en train de développer. On est en train de développer des recettes de gâteaux moelleux avec la même logique d'avoir des invendus de pain, et on essaye de mettre d'autres coproduits et invendus pour que le pourcentage d'ingrédients upcyclés soit toujours plus important. Mais du coup, ça fonctionne bien. Donc, on est en train de développer des recettes sur du moelleux pour retrouver notre place dans le train, et pas que, parce que du coup, si ce constat est fait dans le train, il est fait aussi dans d'autres circuits. Donc, c'est juste un peu plus compliqué à travailler le moelleux parce que nous, les biscuits secs, ça se conserve 9 mois hyper facilement. Ouais. Le moelleux, c'est pas la même histoire. Mais bon, ça, c'est le problème d'Alix maintenant. Mais c'était ma prochaine question. Ouais. Donc, tu dis que techniquement, c'est pas forcément plus dur à faire, mais c'est surtout des problématiques de conservation. Ouais. Ok. Et voilà. Bonne chance à Alix. Et j'espère que ça... dessus. Mais en même temps, s'ils sont super bons, tu te dis que t'as moins la contrainte aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est les clients qui imposent de plusieurs mois de conservation. Mais en tout cas, ça nous a boosté pour développer d'autres gammes. Et puis, on est un peu dans cette logique depuis le début. On a la chance que ce soit plutôt les clients qui viennent nous chercher. Je touche du bois.
Et du coup, on essaie d'adapter notre offre à ce dont les clients ont besoin et à leur manière de fonctionner et à leur clientèle. Donc, on fait varier l'offre et les différents formats. Tu vois, on a de l'emballé, on a du vrac, on a du snacking, on a du petit bocal personnalisable. Enfin, on essaye vraiment d'adapter la démarche Quignon à tous leurs enjeux et à tout leur schéma de distribution. Ouais, parce que en plus la distribution, enfin je veux dire, la façon dont tu le présentes, c'est pas le plus dur pour vous. C'est entre guillemets, c'est quasi accessoire, quoi. Le plus dur, c'est tout le process que vous avez mis en place avant, quoi. Oui, puis c'est pas dur aussi parce que vu qu'on est petit, on a cette agilité de se dire ok, je peux passer quelque chose de emballé à du vrac. Bon, les industriels qui sont déjà sur des lignes hyper rodées, hyper optimisées, c'est pas aussi simple de passer d'un conditionnement à un autre, mais nous, on est au début, donc on peut quasiment tout faire. Puis on a aussi une logique d'emballage écologique, donc on n'a pas de plastique dans nos... Dès le départ, on a fait le choix d'avoir aucun plastique. Bravo. Merci. Donc on a des boîtes en carton recyclable, à l'intérieur c'est des sachets en fibre de bois compostables à la maison. Sur le vrac, on est sur des seaux qu'on récupère eux-mêmes dans les cantines et lycées, les seaux alimentaires qu'on lave et dans lesquels on remet nos biscuits. Donc on essaie aussi sur l'emballage d'avoir cette logique d'économie circulaire. Les petits bocaux en verre dans les hôtels de luxe, on les récupère. On essaye Excellent, bravo. D'avoir la logique circulaire. Excellent, mais je savais pour le pain, mais je savais pas encore pour... C'était ma prochaine question, mais tu réponds à mes questions avant que je les pose, donc c'est parfait. On les voit pas les seaux, je les montrerai. Mais voilà, on essaye de pas rajouter des déchets dans une démarche qui se veut être zéro déchet. Oui, tout à fait. Et donc ça, on va dire, on a bien vu tout l'aspect production, l'aspect distribution, mais il y a un autre aspect que j'aimerais qu'on voit un petit peu, c'est aussi vos perspectives, parce que tu l'as un petit peu évoqué avec cet industriel du nord de la France. L'idée, et c'est là aussi que je trouve le projet très pertinent, c'est que c'est pas de faire tous les gâteaux à Savenay. Et donc, comment justement vous imaginez la suite ? En effet, on a commencé avec Savenay, c'était un peu notre atelier pilote, mais l'idée, c'est de dupliquer le modèle dans d'autres territoires, parce que des invendus de pain, malheureusement, il n'y en a pas qu'à Nantes, et des ESAT à la recherche de nouvelles activités non plus. Donc l'idée, c'est vraiment d'essaimer cette logique avec un schéma de circuit court, c'est valoriser les invendus de pain d'un territoire dans un ESAT du territoire, et les commercialiser au plus proche. Donc pour l'instant, on fabrique à Nantes et on livre partout en France, mais assez vite, on veut vraiment pouvoir relocaliser les systèmes alimentaires en les rendant plus solidaires et plus circulaires. Et donc notre premier atelier hors Loire-Atlantique va ouvrir cet été à Lille, et on est en discussion avec Paris et Lyon pour dupliquer aussi le modèle là-bas. Et toujours avec un industriel entre guillemets parrain, ou non. Là c'est directement avec des ESAT non, le modèle c'est vraiment de collaborer avec un ESAT. Bon, et là il se trouve qu'à Lille il y a un industriel qui est un peu partie prenante de l'aventure. Mais sinon, sur les autres territoires, c'est des partenariats avec des gros boulangers ou des industriels du territoire. Et après, on a lancé aussi fin 2023 une nouvelle marque qui s'appelle Etoc à destination de la grande distribution, où là, le but, c'est de valoriser leurs propres invendus de pain. Donc là, c'est vraiment leurs invendus qu'on va collecter. Et là, l'idée, c'est d'être au plus près de leur centrale régionale pour que eux puissent massifier le pain dans ces centrales et que nous, on le collecte là-bas. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'un industriel, finalement. Et je ne sais pas si c'est Alix ou toi qui m'en avez parlé, mais il y a une différence aussi de qualité de gisement que vous avez restituée à travers cette distinction de marque. C'est-à-dire que le pain qui vient de boulangerie, on va dire un petit peu plus à petite échelle, et le pain de la grande distribution, c'est pas la même qualité, et donc ça nécessitait une distinction dans les marques. C'est surtout, c'est pas tant sur la qualité produit, mais c'est que jusqu'à présent on était 100% bio, donc même en grande distrie, on collectait que les invendus de pain bio. Donc on était en test sur cette marque pendant 6 mois en ultra local, mais on s'est dit on va essayer de comprendre ce qui se passe ici avant de le lancer un peu plus largement. Et donc tu peux voir le disparition. Ah oui, effectivement. On a pendant 6 mois essayé de collecter les invendus de pain bio des supermarchés, hypermarchés locaux. Et en fait, quand on se déplaçait, on se rendait compte que des invendus de pain, ils en avaient, mais pas sur du bio. En fait, quand on se déplace, il y a 3 caddies d'invendus de pain et dedans, il y a 3 baguettes bio. La part d'invendus sur le bio, elle est vraiment limitée. Et vu que le projet, c'est de valoriser leurs propres invendus de pain dans nos ateliers pour le revendre chez eux et vraiment les impliquer dans l'histoire circulaire, on va basculer la marque en conventionnel pour qu'on puisse vraiment sauver leur pain. Parce que là, là où nous, on a besoin de 500 baguettes jour pour faire tourner Savenay, là, on les savait pas que en bio avec la grande distrie ici sur le territoire. Donc, la marque va passer en conventionnel pour sauver toujours plus de pain.
Et c'est surtout que ce que je trouvais vraiment génial, c'est que ils s'engagent finalement. C'est OK, on vous donne le pain, mais on s'engage aussi à vous garder une place en rayon pour revendre les biscuits. Enfin, je trouve que c'est tout le monde est vraiment gagnant sur le coup. Et en plus, ils nous vendent à 2 endroits dans le magasin, à la fois au rayon boulangerie, pour faire le lien avec le pain. Et justement, on a des petits panneaux qui expliquent si ces pains sont pas vendus après minuit, ils finiront en biscuits. Et dans le rayon biscuits, à côté de Michel Augustin, Granola et tous les petits copains. Ouais. Gros copains. Mais oui, du coup, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que on valorise vos pains et après, vous vendez les biscuits qui en résultent. Et grâce à ça, déjà, on a valorisé vos pains, mais surtout, vous avez créé de l'emploi solidaire sur votre territoire. Parce que l'idée, c'est vraiment de le faire au plus proche et de les impliquer sur des schémas territoriaux en fonction de leur lieu d'implantation. Parce qu'en fonction des enseignes, elles ont quand même des territoires forts. Enfin, là, Région Nantes, c'est U et Leclerc qui sont hyper forts. Sur Paris, c'est d'autres acteurs. Et alors, excuse-moi, je sais pas que tu vas me permettre ce parallèle, mais je trouve que c'est génial en tant que Nantais. Alors depuis plus de 900 ans, j'ai appris par mon père récemment que la famille Safré était nantaise depuis presque 1000 ans. Ok. Et donc, pas mal. En Loire-Atlantique plus exactement. Mais en tant que Nantais pure souche... La ville t'appartient ou pas? Non, pas du tout, mais j'en suis très fier. Mais ce que je veux dire par là, je trouve ça extraordinaire, franchement, que Andy Gaspi soit né en Loire-Atlantique, parce qu'avec toute l'histoire autour de Lefebvre Utile, de la biscuiterie nantaise et tout, limite, je trouve que c'est un clin d'œil incroyable de l'histoire, quoi. Et c'est vrai qu'on l'a pas fait exprès. Enfin, en effet, c'est un terrain hyper fertile au projet de biscuiterie et on passe à côté de 2 énormes mastodontes de la biscuiterie. Mais bon, on l'a fait un peu par hasard parce que nous, on était à Nantes à ce moment-là avec les filles. Aucune de nous trois ne vient de Nantes. Hein. Ouais, c'est vraiment, on est toutes les trois atterries ici pour des raisons pro-perso. Bon, mais c'est vrai, quand on s'est dit on va lancer une biscuiterie, on était quand même un peu fiers de le faire sur le même terrain que l'UEBN, quoi. Ouais, bien sûr. Et se dire qu'on est un peu la petite marque engagée qui arrive après ces 2 énormes marques historiques qui sont encore en rayon aujourd'hui, quoi. Ah ouais, c'est clair. Non, mais je trouve que le clin d'œil est incroyable, quoi. Et excuse-moi, on était sur... J'espère que dans 1000 ans, quand tes descendants diront « Ah, quand même, ça fait 2000 ans qu'on est là », ils parleront d'Andy Gaspi après l'UEBN, tu vois. Ouais, tu sais que ce sera à peu près la même période, ils diront « Ouais, il y a eu l'U, il y a eu BN, et puis il y a eu Quignon. » C'est ça. Qu'est-ce que j'allais te dire de plus? Non, par rapport à cette... duplication du modèle, il en faudrait combien des AT partenaires? Il en faudrait 5, il en faudrait 10. Comment vous voyez les choses pour la suite? Nous, on a prévu là mettre au moins 6 pour mailler le territoire. En gros, t'as Est-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Paris et le Nord. Ok. En gros, ça fait déjà des gros territoires. Après, on se rend pas compte à quel point des collaborations, notamment avec la GMS, vont nous faire du volume et vont nous permettre assez vite de saturer les ateliers. Le but, c'est vraiment de le saturer avec des clients qui se trouvent dans une zone autour de l'ESAT. Donc, on ne sait pas encore si cette zone, c'est le département, c'est la région ou c'est un grand quart sud-ouest de la France. Donc, on va voir. Là, on ouvre du coup notre 2e atelier. Lyon et Paris devraient suivre l'année prochaine. Donc, on va voir. Là, à Nantes, on agrandit déjà notre atelier de prod. On aura Lille, donc on va déjà avoir une capacité assez intéressante pour prendre des gros clients. Donc, on va aussi avancer avec eux et voir à quel point on ouvre vite et on essaime vite. Et après, l'idée, c'est qu'on s'est dit, on a commencé avec les biscuits, mais on va pas s'arrêter là. Plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a d'autres matières à valoriser et que finalement, le biscuit, c'est une manière de traduire nos engagements Andy Gaspi, mais c'est pas le seul moyen de le faire. Andy Gaspi, ça devient vraiment notre label. Ouais. Dans la démarche, et on se dit que ce label-là, on peut vraiment aller le tamponner un peu partout. Donc demain, on fera peut-être des confitures, du chocolat, des jus, des smoothies, et on sortira même peut-être de l'alimentaire, parce qu'il y a tellement de savoir-faire en ESAT que demain, on peut très bien, avec des chutes de textile refaire du textile en ESAT parce qu'ils ont tous des ateliers couture, ou faire des meubles avec des chutes de bois parce qu'ils ont tous une menuiserie. Enfin,
Bon, pour l'instant, Bon. on reste dans l'alimentaire, Il mais va pas en fait, on être se dit qu'on n'est pas prêt de s'ennuyer avec les filles. Parce que ce qu'on imagine là sur un biscuit, la démarche, on peut la dupliquer. Donc, pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur le biscuit. Oui, et puis ça Mais- rejoint en plus vos savoir-faire et vos Oui, c'est ça. expériences, quoi. Donc, C'est ça. Mais du coup, dans l'alimentaire, il y a plein d'autres produits auxquels on peut s'attaquer. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi une marque qui ne dit pas pain. Etok est Ni beaucoup plus biscuit large que et tout. Quignon. Quignon nous enferme dans le pain, donc c'est ce par quoi on a commencé. Mais je pense que assez vite, on va vouloir aller sur d'autres territoires produits. Et Etok va nous permettre d'aller justement chercher ces territoires produits. Même de la dans le Grande nom, on dit gaspille, ça reste très ouvert, donc c'est ça qui est génial, quoi. Ok, excellent. Et qu'est-ce que j'ai à te dire de plus par rapport à ça Et puis attends, il y a ce fameux ESAT que vous ouvrez du côté de Lille. Ça va aussi vous faciliter plein de choses d'un point de vue logistique, parce que l'ouest de la France, on le sait, on est un petit peu à l'écart, quoi. Mais à Lille, c'est tout de suite plus central. Tu peux presque imaginer aller distribuer en Belgique, quoi. C'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, on reste dans les frontières françaises et pour nous, l'international, c'est l'interrégional, tu vois, c'est d'ouvrir un atelier à Lille. Mais c'est vrai que Lille, avec la proximité avec la Belgique, peut nous emmener sur d'autres territoires. Donc, on va voir. En fait, on se laisse un peu porter par les opportunités parce qu'on est un peu dans cette phase de lune de miel où finalement les opportunités se présentent et nous ouvrent plein de perspectives sympas. Donc, tant que ça nous éloigne pas de notre cœur de métier et que ça nous éloigne pas de nos engagements, on est vraiment ouverte à ces opportunités. Donc, écoute, on s'en reparle dans un an pour voir quelles ont été les opportunités. Au rythme où les choses, en plus, ça va aller, quoi. On verra. Bon, en tout cas, c'est top. Bravo à vous trois. Merci. C'est vraiment génial d'entendre tout ça. On va finir par... avant de finir, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager, d'autres projets que tu souhaiterais partager? Ou on a fait le tour, hein, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour. Nous, notre actualité chaude du moment est vraiment ultra chaude. C'est que on sent que côté grande distribution, il y a de plus en plus d'écoute sur ces marques à impact. C'est pas intuitif parce que quand on se balade dans des rayons de grande distribution, c'est quand même beaucoup des marques nationales, mais on sent que la grande distribution est vraiment en train de s'intéresser à leurs enjeux sociaux et environnementaux et qu'elles le font pas juste pour du greenwashing ou du social washing, mais qu'il y a de vraies convictions derrière. Et donc, pour nous, la grosse actualité de la semaine, c'est qu'on rentre dans 400 magasins Franprix avec la marque Etok. Excellent, donc, bravo. ça va être la première opportunité de rendre visite cette marque qui, pour l'instant, était en test en ultra local. Donc, il y a que les Nantais qui allaient faire leurs courses dans les bons magasins qui ont découvert cette marque. Donc là, ça va nous permettre vraiment de prendre la parole sur cette nouvelle marque et de voir comment le public en distribution s'empare de ces sujets à impact et est-ce qu'ils sont au rendez-vous, est-ce qu'ils sont réceptifs, donc pour nous c'est une grosse actu parce que ça va faire éclore notre nouvelle marque beaucoup plus largement. Bon, du coup en plus Franprix nous emmène très en région parisienne, donc voilà, on va voir comment ça prend, mais pour nous c'est un chouette gage de confiance de la grande distri que de nous référencer en national directement. Ouais, c'est génial, bravo encore. Et donc on va en finir avec deux petites questions. La première tout simplement c'est quand justement tu as rencontré tes associés, Alix et Louise. Merci. Si tu devais, même un petit peu après, c'est-à-dire disons à la toute fin 2020, tout début 2021, si tu devais te donner un conseil par rapport au fait que tu es enceinte de 6 mois et que t'as peut-être pas forcément envie de créer une entreprise, avec le recul, qu'est-ce que Katia de 2024 dirait à la Katia de tout début 2021? Fonce. Même si c'est pas le moment, fonce. Ouais, fonce. De toute façon, c'est jamais le bon moment. Tu peux toujours trouver quelque chose pour te faire dire que c'est pas le bon moment. L'avantage, c'est qu'on était 3. Donc, à la fois, je me disais, moi, fonce, mais on se disait toutes les 3 de foncer. Et puis, il y a des moments quand on avait des doutes, on se disait, mais en même temps, on n'a pas d'argent à mettre sur le projet. Tu vois, on voulait une industrie, mais on n'avait pas d'argent. Donc, et puis, on se disait, est-ce qu'on est prête à ça? Est-ce que l'univers de l'industrie et de l'entrepreneuriat, bien qu'il y ait beaucoup de progrès qui soient faits, reste un milieu très masculin. L'industrie agro, peut-être un peu moins, mais quand même, globalement, les réseaux d'entrepreneurs, les réseaux d'industriels, etc., c'est quand même des univers très masculins. Nous, on arrivait, 3 nénettes, ouais, salut!
On a une super idée. Donc, on avait un peu peur de ça, de comment est-ce qu'on va être accueilli, est-ce qu'on va être crédible, est-ce qu'on va réussir à embarquer les partenaires sur le projet dès le départ, est-ce qu'on va réussir à aller chercher les financements, les partenaires, leur faire croire en l'histoire. Enfin, ouais, tu te poses plein de questions parce que tu quittes quand même des postes salariés assez confortables. Bon, dans l'associatif, pas si confortable, mais bon, on venait quand même de grands groupes, donc voilà. C'était plus établi, j'avais quoi. quitté avant mon petit poste chez Nestlé. Non, mais tu quittes quand même le salariat. Moi, je quitte le salariat avec un enfant à naître et déjà 2 autres, donc tu te dis 3 enfants, la précarité de l'entrepreneuriat. Sachant que mon conjoint était aussi entrepreneur, je me suis dit waouh, bon, risque maximal, mais plaisir maximal. Non, du coup, je dirais fonce parce que finalement, c'est vrai que t'as rien à perdre. En fait, même si on a entrepris que à 3, bon, déjà on était 3, on n'était pas toute seule, mais en plus de ça, t'es hyper bien entouré. Enfin, assez vite, on a rejoint des réseaux, assez vite, on a des mentors qui nous ont coachés, accompagnés, qui sont encore là aujourd'hui. Et du coup, on s'est senti un peu pousser des ailes par tous ces gens qui croient en nous, qui ont envie de nous pousser, qui sont là. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, il y en a, puis vraiment, on n'a rien à perdre, enfin, si ce n'est quelques centaines d'euros et du temps, mais ce temps, en fait, on aura tellement appris qu'il ne sera pas perdu. Donc, je nous dirais encore plus de foncer, parce qu'au début, c'était un peu réticent, tu vas, puis tu sais pas à quelle porte pousser, t'es là, on a un petit projet sur un papier, là. Mais voilà, donc c'est ça, je dirais fonçons les filles, quoi, c'est vraiment, on y va, puis on verra, quoi. Ok, parfait. Et une dernière question, cette-ci un petit peu plus prospective. Mettons, tu as 3 enfants, et là tu as l'occasion de parler à donc tes petits-enfants, mettons dans une trentaine d'années, peut-être 40 ans, histoire qu'ils aient le temps d'avoir une vraie discussion là-dessus. Comment tu leur présenterais Andy Gaspi? En fait, pourquoi ça t'a semblé important de le faire, sachant que peut-être que eux, dans 40 ans, ils diront mais c'était évident ton truc, pourquoi tu l'as fait, quoi? Mes enfants, venez voir mamie autour d'un petit biscuit. Bon, déjà, bien sûr, je leur raconterai ça autour d'un petit biscuit, parce que bien sûr, nos produits seront encore en rayon dans 30 ans. Évidemment, c'est bien ce que je te souhaite. Je leur raconterai d'où c'est parti. Non, je pense que je leur dirais que j'avais envie à mon échelle de changer les choses. J'étais dans un grand groupe, donc je travaillais sur des produits que tout le monde consommait, je travaillais sur des marques que tout le monde connaît. Mais moi, Katia, j'avais pas du tout l'impression de pouvoir y mettre ma patte, de pouvoir faire bouger les choses, dans le sens où moi j'aurais voulu le faire. Et mes chers petits-enfants, il y a 30 ans, le monde n'allait pas hyper bien, mais depuis, tout va beaucoup mieux. Il y avait des enjeux sociaux et environnementaux forts. Et pour pas qu'on aille droit dans le mur, et pour que je puisse encore vous voir aujourd'hui pour témoigner, il fallait quand même qu'on agisse tous à notre niveau. Donc j'avais bien conscience que faire les choses à notre niveau individuel ou en petit comité, j'allais pas devenir Nestlé du jour au lendemain. Mais pour le temps, il faut que les projets naissent à un moment quelque part. Même Nestlé, au début, ça a été un mec. Bien sûr. Ouais. Donc je me suis dit, testons, faisons des choses dont on est fier, qui à la fois nous excitent et nous font vibrer. Enfin, là, je te parle à toi et j'essaie de leur parler à eux en même temps. C'est pas facile. En plus, il faut qu'ils imaginent. Donc, t'inquiète, je sais que c'est très difficile. Mais en fait, être fier de ce qu'on fait, l'avoir dans les tripes. Et en fait, moi, je suis beaucoup sur les émotions et sur mes ressentis et faut que je le fasse avec les tripes. Je peux pas faire semblant de faire quelque chose. C'est soit je m'y donne, ça c'est mon côté italien, tu vois, c'est commedia dell'arte, comme dirait mon conjoint. Mais soit je fais les choses à fond et on voit que je suis à fond. Soit je le fais pas, je m'éteins et le feu, il est plus là, mais du coup, j'ai besoin de travailler avec mes tripes et d'un truc qui me fait vibrer. Du coup, je l'avais un peu perdu chez Nestlé. Et après, je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui m'enchante. Tant pis si c'est à petite échelle, mais au moins, je sais qu'à mon échelle, je peux faire bouger les choses et c'est mesurable. Je sais combien de pains je sauve, avec combien de biscuitiers j'ai formé, c'est un bien grand mot, mais pas combien de vies j'ai changé, mais en tout cas, sur combien de personnes je peux avoir de l'impact. Et tout ça, c'est mesurable, c'est hyper concret, mais c'est réel, c'est là. Et donc, je sais vraiment pourquoi je me lève le matin. Et j'avais envie d'être fière de ce que je faisais, enfin que mes enfants soient fiers quand ils racontent. Alors du coup, tes parents, regarde mon goûter. Tes parents, regarde mon goûter. C'est mignon, c'est kiki, c'est mignon. Et j'ai envie que tes parents, donc mes enfants, soient fiers de dire ce que je faisais à leurs copains et qui voient qu'on peut agir concrètement, qu'on peut s'investir, qu'on peut s'engager sur des causes qui nous tiennent à cœur. Alors, quelles que soient les causes, nous c'était ça, mais quelles que soient les causes, mais qu'on peut avoir un vrai impact et qu'en fait, c'est pas
le destin, on va finir droit dans le mur, ça se passe comme ça, la planète va mal, on n'y peut rien. Bah non, en fait. Moi, je suis hyper optimiste sur le fait que oui, je verrai mes petits-enfants, puis eux, ils verront les leurs, et puis, enfin, la planète, elle va continuer, et on va s'adapter, mais je suis conscient qu'on peut tous agir à notre niveau, et qu'il faut oser le faire. Après, on peut se planter, mais tant pis, on l'aura fait, puis on aura appris de ça, et puis après, ça nous amènera à rebondir sur autre chose. Donc, moi, j'ai juste envie de leur dire, kiffez, profitez de la vie, et en fait, le travail, on y passe la majorité de notre vie, donc kiffez votre job, parce que, à moins que vous soyez rentier, peut-être grâce à moi, mais je n'y crois pas encore. Je suis pas certaine que vous soyez rentier grâce à moi. Donc, Peut-être grâce à papy. C'est grâce à papy. Mais faites-vous plaisir dans votre taf parce qu'en fait, on y passe vraiment, je sais pas, 70-80% de notre temps. Donc, soyez fiers de ce que vous faites et faites-le avec vos tripes et avec votre cœur. Parfait. On dirait, ça fait un peu Miss France. Et Non, vraiment, je veux que des pays en paix. Je veux la paix dans le monde. Non, mais tu rigoles, mais ça vient du cœur, donc c'est top. Bah, écoute, un grand merci Katia pour cet entretien. Et puis surtout, bonne chance à toi, bonne chance à tes associés, bonne chance à tous ceux qui travaillent avec vous pour Andy Gaspi. Et puis, voilà, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci.